Le patrimoine de chez moi ou de chez lui, bonjour, vous ne rêvez pas. Aujourd'hui, je prends la place de Jean-Philippe Savignoni, mais vous allez comprendre que tout s'explique en fait, et qu'il y a une raison pour qu'aujourd'hui ce soit moi qui ai le micro, dans cet endroit un peu particulier qui est le cimetière de Rodez. Et là, qui retrouvons-nous? Notre ami Jean-Philippe Savignoni, bonjour. Et bonjour. Alors, est-ce que c'est pas un peu étrange de se retrouver ici dans ce cimetière? Je crois que vous y passez quelque temps quand même. Écoutez, ça fait 22 ans que je le fais visiter. Et donc c'est vrai que petit à petit, il y a une intimité. Il y a une intimité aussi parce que moi, j'ai ma famille qui est ici. Et donc j'y viens. Et après, c'est vraiment ici la quintessence du travail peut-être de guide, c'est-à-dire de raviver la mémoire, le souvenir. C'est ici qu'on peut souffler sur les cendres et essayer donc de garder quelque chose, c'est-à-dire de ne pas oublier. Je trouve que la vie va tellement vite aujourd'hui, on souffle sur les souvenirs, sur l'existence des gens. Alors je me suis dit qu'au cimetière, j'allais, je sais pas, raviver la flamme. Et donc, de ce cimetière, on en fait des visites parce qu'il y a à la fois des destins extraordinaires, mais également des tombes remarquables qui méritent d'être valorisées. Et c'est le cas, je crois, de celle-ci en particulier. Oui, c'est Denis Puech. Alors Denis Puech, tout le monde connaît Denis Puech. On voit le musée, on sait qu'il a été membre de l'Institut. Alors après, il faut quand même rappeler qu'il est né dans un petit hameau à Gavernac, sur la commune de Bozoul, et qu'en fait, il était destiné à être agriculteur. Et en gardant ses bêtes, il commençait à sculpter des morceaux de bois, donc il était talentueux. Son père a compris qu'il avait là quelque chose qu'il habitait, il l'a mis chez un marbrier, parce qu'il y avait beaucoup de marbriers près du cimetière, donc à prendre le boulot. Et après, il est parti à Paris. Et après, c'est Denis Puech, parce que voilà, il a été à un moment, une période, un sculpteur, on appelle ça académique, mais qui était donc un sculpteur qui a bustifié, comme il disait, les grands de ce monde. Mais derrière ce grand sculpteur, il y a l'homme, et il racontait dans ses dernières lettres qu'il avait un spectre qui le poursuivait, c'était l'ignorance, parce qu'il n'était pas allé à l'école, ou très peu. Et donc, il a tutoyé les grands de ce monde, et il faisait des fautes d'orthographe, et il ne savait pas s'exprimer. Et ça me touche en voyant ce tombeau où il a fait cet ange de la résurrection, qui est un tombeau un peu prestigieux, illustre pour le personnage qu'il est devenu. Mais vous voyez, il est enterré presque avec ses sabots de petit paysan. Il a gardé ce petit spectre de l'ignorance qu'il a poursuivi et hanté toute sa vie. Et je trouve que c'est touchant aussi. Il y a évidemment ces grandes statues, mais après, peut-être que dans une tombe, on enterre deux personnes. Le personnage et la personne. Vous voyez, là, il y a les deux. On continue à déambuler. Ah oui. Alors je vois cette tombe qui ne ressemble à aucune autre, je crois, avec à la place peut-être de la croix, cet avion brisé qui doit nous raconter une histoire, j'imagine. Oui, une histoire incroyable. On est en 1929. Un Ruténois, Raymond Caillol, va se retrouver dans cet avion et avec deux autres camarades à lui, un mécanicien qui s'appelait Daudemans et le capitaine Roux. Et tous les trois vont partir de l'aérodrome du Bourget. Je dis bien l'aérodrome, on est en 1929. La piste est éclairée par des phares de voitures. Et ils vont partir en espérant donc amener du courrier à Madagascar. Donc c'est la première liaison postale entre la France et la France donc de l'autre côté, puisque c'était sous protectorat français depuis le 19e. Quelle aventure, parce qu'évidemment, il fallait se poser régulièrement. Ils n'avaient pas... Pour faire le plein. Voilà, pour faire le plein, ils n'avaient pas de parachute, ils n'avaient pas d'appareil de pilotage la nuit. Donc c'était la folie quand ils se posaient dans des petites contrées en Afrique où les gens venaient voir ce grand oiseau. Et sans savoir vraiment où il se trouvait nécessairement. Alors ils avaient quand même, c'était un peu cartographié, mais alors ils fonctionnaient aussi avec la météo, et puis il y a eu des tornades. Ils sont arrivés, vous imaginez, donc il y a là la présence française, il y a la reine donc dans son palais à Tananarive qui descend, on entend dans le lointain une espèce de gros bourdonnement, c'est cet avion qui depuis plus d'un mois est parti, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Il se pose, il amène le courrier, il faut un peu de tourisme, ils repartent. Et puis à un moment, on perd le contrôle, on ne sait plus où ils sont, on appelle un peu dans les provinces où la France est présente. Et puis le maire de Rodez demande au ministre de relancer les recherches. Et puis un docteur qui était présent dans une contrée africaine un peu lointaine va entendre parler de la population. La population parle d'un oiseau frappé par la foudre. Et il pense à l'avion. Et les voilà partis au fin fond de la jungle, dans des cris de singes, des chants d'oiseaux. Et ils avancent donc et trouvent l'avion
éventré avec les 3 sépultures qui vont être ramenées. Il y aura une grande cérémonie. C'était des héros, hein. Ils ont la Légion d'honneur, c'est eux qui ont fait la première liaison postale et au retour, visiblement, il y a eu un orage. C'est pour ça que sur la sépulture, on voit, vous l'aviez vu, l'avion a les ailes brisées, on voit des espèces de gros nuages et gros nuées qui ont fait tomber l'avion. Le cimetière, c'est là peut-être où l'on vient faire son dernier repos et cette tombe-là l'illustre parfaitement. Elle est rarissime, c'est des gisants. Alors on en faisait depuis le Moyen-Âge, le XIIe siècle. On en a refait au XIXe dans la période romantique. Et il représente donc le défunt, c'est le docteur Anglade à Rhodes, qui était un docteur célèbre. Il habitait en haut de la rue Saint-Cirice avec une maison qu'on appelait la maison des grands hommes parce qu'il avait mis des bustes un peu partout dans son jardin. C'était une personnalité de Rhodes. Il avait un attelage noir avec 2 dogues noirs, 2 grands chevaux noirs qui tiraient cet attelage et il partait dans les campagnes soigner. Il avait un fusil derrière, des fois qu'il voit un loup. Et il est mort donc à 70 et quelques années, mais il avait commencé d'une façon particulière. C'était un jeune médecin qui avait une vingtaine d'années, il avait sonné pour soigner un bourgeois de Rhodes, et le domestique en ouvrant a vu ce gamin, il a dit « vous rentrez pas ». Il a ressonné, il a attrapé donc le domestique, il l'a mis dehors, il a fermé derrière, il a soigné et guéri le bourgeois de Rhodes. Bon, c'était un personnage, voilà, il y avait des personnages un peu excentriques, qui sortaient un peu de la marge, si vous voulez. Hein. Et même sa tombe est une façon de sortir, parce qu'il prend un grand sculpteur, qui était dans la région de Montpellier, qui s'appelle Germain Ribier, qui a fait une tombe illustre à la cathédrale, celle de Monseigneur Croisier. Et voilà, c'est-à-dire que même de sa mort, il en fait quelque chose de pas comme les autres. Et je trouve ça super. Et on est à côté de lui, vous voyez, comme le corps, le drapé, et comme il dort paisiblement avec sa main sous l'oreille. Ah ouais, je trouve ça, c'est très touchant. Jean-Philippe, en fait, ce cimetière, c'est plein d'allées, des perspectives, des destins. Je vois ici le buste de François Galy. En fait, on peut raconter 1000 histoires dans ce cimetière. Je vais vous dire, Marion, c'est ici qu'il reste un peu de blanc de neige. Shakespeare disait « Que devient le blanc une fois que la neige fond ?» Mais vous voyez, il y a un peu de blanc. C'est du marbre de pierre, c'est du marbre de souvenir. Voilà ce qui reste. C'est un endroit où la neige ne fond pas, il reste un peu de blanc.